que déjà pour commencer, lorsqu'on parle toujours de la demande de la justice transitionnelle dans des pays comme la Tunisie, l'Égypte, la Libye, ou éventuellement d'autres pays comme le Yémen ou autres, on sait toujours qu'il y a une opposition peut-être simple ou même banale, c'est-à-dire de dire qu'il y a une justice ordinaire, la justice de contrôle du pays stable, démocratique, qui passe par des canaux bien connus, par une constitution déjà bien établie, et que la justice conditionnelle, par définition, ne peut être qu'une justice d'exception ou exceptionnelle. Ce qui fait que, en fin de compte, la justice transitionnelle, c'est une justice, comme on a défini quelques-uns des auteurs, c'est une justice d'exception exceptionnelle. Ça veut dire que c'est pour ça que c'est facilement, on peut dire facilement que chaque pays est une exception dans la justice transitionnelle. Parce que chaque pays a un parcours différent, a une histoire différente, c'est-à-dire une évolution différente. Ce qu'on va essayer de voir avec le cas de la Tunisie aujourd'hui. Deuxième remarque très importante, c'est que il y a pas mal de gens qui l'ont dit, surtout dans le monde arabe, mais également dans les pays occidentaux, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas que la première révolution arabe prend naissance là où on ne l'attendait pas, c'était la Tunisie. Comment, si on leur posait la question quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années avant, s'il y aurait des révolutions arabes, ils commenceraient où? Peu de gens, peut-être, répondraient en Tunisie. Parce que la Tunisie, c'est un pays, par sa taille, sa petite taille, par son histoire, par sa position géostratégique, c'est-à-dire son emplacement, c'est-à-dire son importance géostratégique par rapport à d'autres pays qui possèdent le pétrole, qui possèdent des richesses plus importantes. Également, et surtout, par rapport à la ligne politique qui a été tracée par le fondateur de cet État, le premier président Habib Bourguiba, après l'indépendance du pays en 1956. C'était un peu de dire, et il a dit dans plusieurs discours, il cherchait plutôt à coller, il a même dit dans ses termes, si j'arrive à coller la Tunisie, à la couper, à la coller directement en Europe, ce sera mieux pour moi. C'est-à-dire, il n'était pas très bien, il était plus, regardé plus de l'autre côté de la Méditerranée qu'en bas ou autour de lui, c'est-à-dire les pays qui étaient autour de la Tunisie. Et c'est pour cela qu'on a souvent vu sur le plan diplomatique, on n'avait pas, par exemple, des grands diplomates tunisiens connus, à part un qui était pendant quelques années le chef de la Ligue arabe. Mais à part ça, on n'a pas eu vraiment des personnalités politiques sur le plan arabe ou arabo-musulman qui étaient d'origine tunisienne. Bourguiba, pour des raisons, c'est-à-dire qu'on reviendra, a plutôt adopté ce qu'on peut appeler une politique neutre sur le plan extérieur. C'est-à-dire la Tunisie était un peu, pas trop, mais était un peu la Suisse d'avant son intégration à l'ONU. C'est-à-dire le pays qui cherche à être neutre et à ne pas, c'est-à-dire vraiment se mêler beaucoup de ce qui tourne autour de lui. Il n'y a pas de neutralité totale, c'est clair, il n'y a pas de neutralité absolue, mais quand même il y avait cette marque de neutralité que Bourguiba a voulu donner à la Tunisie. Et généralement, lorsqu'on parlait de la Tunisie, il y avait 2-3 sujets seulement qu'on peut parler en Tunisie. Si on prend le côté positif, la Tunisie c'est un pays où il faut bien d'aller faire le tourisme, c'est un beau pays, c'est un peuple chaleureux, ce qui est vrai. C'est un peuple ouvert, c'est vrai. Et puis, l'émancipation particulière des femmes et la situation positive des femmes dans la Tunisie, en comparaison avec d'autres pays arabo-musulmans. Du côté négatif, les gens, les ONG, les organisations internationales qui s'occupent aux droits humains ou à la défense des droits de l'homme, connaissaient la Tunisie plutôt du côté des violations des droits de l'homme, surtout sous l'ère du président Ben Ali, c'est-à-dire le dernier président échu. Mais à part ça, à part ces 2-3 sujets, je dis, la Tunisie n'était pas suffisamment connue hors de ce contexte. Tout d'un coup,
C'est-à-dire, on a déjà une surprise, et tout d'un coup, c'est en Tunisie que le premier dictateur, ou le premier président soit déchu, soit poussé à la sortie, à la fuite, carrément, et dans des circonstances qui laissent parfois rigoler, parce qu'on croyait que cette personne était tellement forte qu'on ne peut pas le déstabiliser de cette manière. Et les choses se font vite, et puis c'est le pays également qui aurait rapidement des élections libres, et puis qui tout d'un coup on voit une nouvelle génération. On a un ministre des Affaires étrangères tunisien à la quarantaine, il a 42 ans, 41 ans, très actif, très présent sur la scène arabo-musulmane et la scène internationale. La Tunisie, c'est le premier pays qui décide, après le commencement de la révolution en Syrie, de renvoyer l'ambassadeur syrien, alors que d'autres puissances mondiales n'ont pas pensé à le faire. On a un pays qui commence à fonctionner selon un réflexe révolutionnaire. Bah nous, on est le premier pays de la révolution, la Syrie, et son ambassadeur n'a pas sa place chez nous. Ça crée beaucoup de remous, beaucoup de crises. Ça a même mis la Ligue arabe et les autres pays arabes devant un vrai problème. Mais ce petit-là, ce petit pays qu'on a souvent oublié, c'est-à-dire que ce n'était pas lui qui dirigeait. C'était l'Égypte, c'était l'Arabie Saoudite, c'était la Syrie, c'était le Liban également. Le Liban, c'était plutôt un endroit où on faisait des choses, mais c'est plutôt c'est-à-dire ces pays-là, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, ces dernières années, il y a également le Qatar, mais c'est un cas également un peu particulier. Mais la Tunisie n'était pas vraiment connue. Et la question, et ça on en vient vraiment à la question plus importante, tout le monde est vraiment pris dans la surprise totale, sauf les Tunisiens. Et j'insiste, sauf les Tunisiens. Tout le monde apprend que sous l'impulsion d'un jeune diplômé, obligé de travailler comme marchand ambulant, qui a été humilié, giflé par une agente de police municipale, qu'avec ça, il a suffi pour faire tomber un grand dictateur. Tout le monde n'arrive pas à comprendre. Parce que vraiment, les choses sont si simples qu'il suffit qu'on gifle quelqu'un ou qu'on humilie un jeune diplômé qui n'a pas de travail, ou qui prend sa marchandise pour lui interdire de faire son job dans un endroit qui est interdit, selon les lois de l'État. Il s'immole par le feu, il y a une évolution, il y a tout le monde qui parle sorte d'un film. Mais derrière ce film, il n'y a pas de logique. Personne ne comprend la logique. C'est beau d'avoir un film, moi c'est un jeune qui s'immole par le feu, puis les gens vont derrière lui, 5, 10, 20, 100, 200, 1000, 3000, puis ça devient une révolution, puis le président s'en fait. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle nature du régime était derrière? Personne ne le connaît. Et lorsque je dis personne, je ne parle pas des gens ordinaires. Je parle des grandes chancelleries occidentales, les États-Unis, les centres de recherche ont même été obligés de changer ce qu'on appelle leur théorie de base. Parce que les centres de recherche, chacune, selon son appartenance idéologique ou politique ou autre, elle avait, c'est-à-dire une sorte de théorie ou de théorème de base sur lequel elle fonctionnait. Alors, on disait, mais comment on va comprendre cette situation? C'est-à-dire, il y avait deux positions. Il y a des gens qui disaient, on croyait savoir ce qu'est la Tunisie. On croyait savoir. Ça veut dire la Tunisie, c'était un pays qu'on connaît très bien. Et qu'on ne croyait pas qu'il pouvait nous amener une telle surprise. La deuxième théorie, c'est de dire, ça ne mérite pas, c'est pas intéressant pour s'en occuper davantage. Ça veut dire, si vous allez dans tous les centres de recherche, partout, à part la France qui a un lien historique et stratégique avec la Tunisie, à part ça, vous ne trouvez pas des grands bibliothèques, des grands livres, beaucoup d'écritures, beaucoup d'articles qui sont sur Internet ou dans les bibliothèques. Allez faire avant, je parle avant, du 14 janvier 2001. Vous ne trouvez pas beaucoup de choses sur la Tunisie. Parce que ce n'était pas un sujet d'actualité. Les projecteurs étaient plutôt placés sur d'autres. Alors qu'au contraire, les gens qui connaissent la Tunisie de près
peux vous dire que c'est un cas très intéressant pour comprendre plusieurs choses et comprendre également la suite des révolutions et de la transformation qui se fait aujourd'hui dans le monde arabe. La Tunisie, c'est un cas intéressant pour étudier, pour comprendre plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est le phénomène de la dictature elle-même. La dictature particulière à la région arabo-musulmane. Comment elle fonctionne? Quels sont ses atouts? Quelles sont ses bases? On disait qu'en Tunisie, c'était une dictature douce. Ça veut dire quoi, une dictature? Comment elle fonctionne? Parce qu'il y en a encore d'autres. Il faut qu'on comprenne comment fonctionne une dictature douce pour peut-être essayer de faire comme on doit faire avec les autres. Parce qu'il y a encore quand même quelques-unes. Le deuxième, c'est un pays qui nous donne un exemple très important de ce qu'on peut appeler l'intériorisation de la peur. L'intériorisation de la peur. Ça veut dire qu'à un certain moment en Tunisie, ce n'était pas les moyens matériels déployés par le régime qui faisaient peur, mais c'était la peur à l'intérieur du citoyen lui-même qui faisait que ce régime pouvait arriver à ce point dans la répression. On dit même aujourd'hui que le vrai problème, et ça c'est très intéressant, et j'aime bien que vous attirez votre attention sur ça, la crise actuelle, ou l'incapacité relative quand même, du gouvernement actuel en Tunisie, alors qu'il est élu, qu'il est démocratiquement élu, l'incapacité d'aller de l'avant dans la réalisation des buts de cette révolution provient du fait que même ces dirigeants qui étaient avant des opposants au régime n'arrivent pas aujourd'hui eux-mêmes à extérioriser la peur, c'est-à-dire à s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Ils sont toujours sous l'omniprésence de Ben Ali déjà parti, ou de sa machine qui est toujours présente d'une façon ou d'une autre, pas seulement se dire dans les organes d'État, mais au niveau de la façon de réfléchir. C'est une question vraiment pas plus, elle n'est pas seulement politique, elle est philosophique, elle est intellectuelle, elle est psychologique. C'est vraiment un cas très particulier pour comprendre comment il fonctionne une dictature. Et la troisième, c'est comment comprendre les énergies d'un soulèvement populaire. Autre élément également important dans cette introduction, c'est que la Tunisie est un laboratoire pratique très important pour comprendre, expérimenter et analyser un élément très important. Ça veut dire le poids des questions identitaires tournant autour de la religion et de l'histoire dans les soulèvements ou les révolutions arabes. Je ne vais pas m'arrêter beaucoup sur soulèvement ou révolution, je pense que cette question, on a beaucoup parlé, je ne pense pas que c'est très intéressant. Excusez-moi si vous êtes d'accord avec le soulèvement, je ne vais pas faire un choix, moi je pense quand même qu'on peut parler, pour moi je pense quand même qu'on peut parler de révolution. Je vais plutôt utiliser le terme révolution. Si quelqu'un d'entre vous n'est pas trop d'accord avec ça, il peut également le prendre comme étant un soulèvement. C'est pas très... Je ne tiens pas beaucoup à cette polémique, mais voilà, il y a le poids des questions identitaires tournant autour de l'histoire et de la religion dans la transformation de ces pays. C'est très important parce qu'on va découvrir avec le temps qu'il y avait pas mal de choses, il y avait pas mal d'hypothèses, de postulats qui n'étaient pas vrais ou qui étaient un peu exagérés. Voilà, c'est-à-dire mon introduction. Et pour arriver, c'est-à-dire au fond du sujet, je vous dirais, pour moi, ce matin, je vais essayer qu'on essaie ensemble de faire ce que je peux appeler comme une sorte d'excursion intellectuelle, philosophique d'une part, et une autre excursion sociopolitique d'autre part. C'est-à-dire d'essayer de ne pas sombrer seulement dans l'analyse politique événementielle, mais également de voir c'est-à-dire l'aspect philosophique, intellectuel derrière les événements, essayer de comprendre le fond
les choses et des problèmes, car il est toujours difficile quand même de pouvoir, quel que soit le temps, résumer pour vous l'histoire d'un pays et vous parler également de la situation sociopolitique de manière très détaillée. Voilà. C'est-à-dire, avec ce cadre, j'arrive à dire ce qu'on peut appeler ma table de matière. Moi, je vais essayer rapidement de jongler entre deux questions. La situation sociopolitique en Tunisie et la question de la justice transitionnelle en Tunisie. Je vais essayer d'aller dans les deux sens parce qu'il y a une interaction importante entre les deux phénomènes. Rapidement, je vais essayer de faire, c'est-à-dire après avoir essayé de définir, mais pas définir, mais de s'arrêter rapidement sur la question, la définition de la justice transitionnelle, de vous parler de ce que j'ai appelé au début les particularités de l'exception tunisienne et d'essayer de les analyser, qui sont à mon avis autour de 4, pour passer par la suite à une question également très importante à la fin, la nature des conflits dominants en Tunisie après la Révolution. Quelle est la nature de ces conflits? Et quels seraient, en fonction de la nature de ces conflits, les scénarios possibles de l'évolution de la situation? Passant dans l'intervalle également, je vais essayer de faire ça rapidement également, c'est de vous donner une idée plus ou moins complète sur les différents acteurs politiques et socio-politiques de la Tunisie pour que vous puissiez par la suite vraiment suivre un peu plus en détail la situation par la suite. Voilà. Je reviens, je dis, la Tunisie c'est un pays qui est peu connu, l'histoire qui est un peu connue, son histoire moderne, elle se résume en 3 étapes rapides. La colonisation française, 1881 à 1956. Il faut juste savoir que pour la France, comparé à l'Algérie, la Tunisie n'était pas un pays stratégique. Et la France n'a pas été obligée, il n'y avait pas vraiment, il y avait un soulèvement, il y avait même une opposition armée contre le colonisateur français, mais il n'était pas de la violence et de l'importance de ce qui s'est passé en Algérie. Parce qu'à certains moments, la France, vous savez très bien qu'elle a choisi de laisser tomber le Maroc et laisser tomber la Tunisie pour espérer garder l'Algérie, parce qu'elle considérait que l'Algérie était française. Mais elle n'a pas trop tenu la France à en faire de la Tunisie une Tunisie française, sous forme coloniale. Mais on verra que la France, quand même, qui décidera de laisser partir la Tunisie ou de lui remettre son indépendance en 1955-1956, va essayer quand même de garder un lien très étroit avec la Tunisie, avec ce qu'on appelle les accords de Mendès-France-Bourguiba en 1955, c'est très important. C'est des accords quand même qui garderont la Tunisie sous la domination française sur le plan économique surtout. Et ça c'est très important parce que, également culturel on y reviendra, mais surtout sur le plan économique, et ça expliquera beaucoup de choses. Pourquoi tout d'un coup on croyait que cette Tunisie était un pays équilibré, développé. On a découvert tout d'un coup, après le 14 janvier 2011, que la Tunisie était quelques villes privilégiées et le reste était pauvre. En 2011, quand même, en Tunisie, il y avait des vastes régions dans le pays où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau potable. Les gens n'arrivent pas à croire. Il y a des gens qui vivaient, moi je dirais, encore dans le 19e siècle. Et je peux même vous dire, dans les années 70, 1970, il y a le président Bourguiba qui est allé visiter le nord de la Tunisie, d'où j'ai personnellement mes origines, et donc presque ma région natale. Et puis il y avait 2 anecdotes. La première, lorsqu'on a dit qu'il y avait le président Bourguiba qui venait visiter l'endroit, il y avait des gens qui disaient « Mais c'est qui Bourguiba ?» Mais c'est qui? Mais c'est votre président. Bon, vous le connaissez pas. Il y a des gens qui croyaient encore, lorsque les gens descendaient vers la capitale, Tunis, on leur demandait faites le salut au bey. C'était le représentant, c'est-à-dire l'héritier de la monarchie hautement gardée également par les Français. Par la suite, c'était un peu façon de dire que
il y avait deux pays, mais il y avait deux Tunisies. Il y avait la Tunisie de la côte, Tunis, Hammamet, Bizerte plus ou moins, mais Tunis, Hammamet, Sousse, Sfax, Mehdia et tout ça, un peu égal. Mais le reste, c'était un autre monde qui vivait dans une situation totalement. Je dis 1955 rapidement, c'est ce qu'on appelle l'indépendance intérieure, puis l'indépendance extérieure en 1956. Et la Tunisie a quand même commencé ou devait commencer dans un bon point. C'est-à-dire, tout de suite, on a fait une assemblée constitutionnelle pendant 3 ans, on a fait une constitution moderne, et on a cru que la Tunisie va entrer tout de suite dans une ère totalement démocratique, totalement moderne. Mais il a suffi juste quelques années pour que le président Bourguiba, le temps, c'est-à-dire d'installer son pouvoir en 1957, parce qu'il faut le dire, Bourguiba a été élu démocratiquement à un certain moment, on peut le dire. Il y avait une assemblée constituante qui a choisi Bourguiba pour diriger le pays. Il lui a suffi quelques années seulement pour évincer tous ses opposants au sein même du parti, de son propre parti, et par la suite se déclarer, comme vous le connaissez, comme un président à vie. Et c'était dans la Constitution. C'était dit, noir sur blanc, que c'est un président à vie. C'est-à-dire qu'il y avait, jusqu'à sa mort, il n'y avait pas de possibilité d'avoir un autre président. Et il y aura tout de suite, rapidement, c'est-à-dire dans les années 60, une vraie, c'est-à-dire opposition, ce qu'on peut appeler la opposition pan-arabe, c'est-à-dire les mouvements qui se proclament de l'Union arabe, c'est-à-dire qui rêvent d'avoir une union de tous les pays arabes et qui se proclament dans le modèle nassérien, c'est-à-dire qui était en Égypte à ce moment-là, ou autre, et qui voulait, c'est-à-dire faire de la Tunisie juste une petite partie de l'Union arabe souhaitée ou rêvée. Il y aura une vraie, c'est-à-dire opposition, qui sera quand même rude, violente. Il y aura des condamnations, il y aura des assassinats politiques à l'étranger. Pour les deux personnes les plus importantes de cette opposition pan-arabe, Balaz Rachid, qui a voulu faire un soulèvement, a été pendu, sauf erreur de ma part, en 1959 ou 60, et puis 62, et puis également M. Salah Al-Bus, qui est très connu, qui était enfoui en Égypte et qui a été assassiné en Égypte. Et aujourd'hui, parmi les réclamations de la justice transitionnelle en Tunisie, c'est de faire le point sur l'assassinat de Salah Al-Bus en Égypte. Voilà. Par la suite, Bourguiba aura d'autres opposants. Cette fois, ils seront de la gauche. Ils seront une gauche très diversifiée, mais quand même très combative dans les années 70. Il y aura Bourguiba va donner la priorité à l'éducation. Il va également donner une priorité à l'éducation des femmes et l'émancipation des femmes. Ce sera peut-être les deux choses les plus importantes qu'on peut tirer. Le reste, c'est un régime qui tourne autour de la culte de la personnalité. Et on ne peut pas dire qu'il y avait de la corruption proprement dit, mais il suffit de savoir qu'au pendant, par exemple, 2 mois, pendant la période de juillet-août, tous les moyens de l'État et de tous les gouvernorats, c'est-à-dire les cantons de la Tunisie, étaient destinés à célébrer pendant 2 mois, rien que 2 mois, c'est énorme, célébrer l'anniversaire du président. 2 mois, il ne faisait rien que célébrer l'anniversaire. C'est pas la corruption dans le sens qu'on le verra après, où il y a du mafia qui cherche à prendre l'argent, ouais, c'est pas ça. Mais c'est utilisé parce que Bourguiba, il disait, c'est moi le peuple. Enfin, Bourguiba n'avait pas cette notion de... pour lui, le peuple, c'était lui. Il n'y avait pas de différence. S'il utilise l'argent, c'est lui le peuple, en fin de compte. Il ne l'utilise pas peut-être pour aller acheter ou le cacher peut-être à l'étranger, il a quand même caché un peu, mais c'est surtout pour le dilapider à l'intérieur, mais pour faire ces choses. Il y aura une grande opposition à ce moment-là, dans les années 70, par la gauche, une gauche très diversifiée, qui sera également farouchement, c'est-à-dire réprimée, avec également, c'est-à-dire des gens qui mourront sous la torture, sous les balles parfois. Il y aura également des soulèvements syndicaux. Il
faut le savoir, en Tunisie, il y a quand même des pages d'histoire qui sont sombres. En 1958, il y aura un grand soulèvement syndical dans tout le pays, qui donnera quand même à peu près 1000 morts. C'est un nombre important. 1984, il y a également un soulèvement important, ce qu'on appelle la révolution du pain. On l'appelait comme ça. À ce moment-là, l'Égypte, donc, révolution du pain. C'est pas moi qui le dis aujourd'hui. Maintenant, c'est plus le soulèvement à la révolution. Ce moment-là, c'est tout le monde qui était d'accord de dire Thawrat al-Khubz en arabe, c'est-à-dire c'était la révolution du pain. Et vous allez dire, mais c'est quoi la révolution du pain? Parce que les gens ont tout accepté, puis c'est seulement les pains qui va les déranger, mais c'est juste pour dire, c'est ça le problème de la Tunisie, c'est que c'est un cumul qui se fait, et tout d'un coup, il suffit d'une petite étincelle pour mettre en exergue, c'est-à-dire la faiblesse du système et la faiblesse du régime. Mais également, ce soulèvement de 1984, personnellement, j'y étais en tant qu'élève, et on a vu des scènes horribles, il y avait 700 morts quand même. En tant qu'élève à l'école secondaire, on y a participé activement, et c'était vraiment des scènes de vraie révolution. On avait des morts, c'est-à-dire quand même dans la capitale, on en avait partout, quand même 700 personnes qui étaient enterrées dans des fosses tombes. Mais avec cette révolution, on pourrait dire que Bourguiba va mettre la main sur cette opposition de gauche, sur cette opposition syndicale, et en parallèle, il y avait une autre opposition qui se formait en Tunisie, et c'est très compréhensible. Je ne sais pas, peut-être on vous a peut-être parlé par rapport à ce qui s'est passé en Égypte ou au Maroc. Vous savez qu'en 1967, avec la grande perte dans la guerre entre l'Égypte et Israël, la grande perte du Sinaï, beaucoup, c'est-à-dire de territoire en Palestine, il y avait une sorte de désespoir dans le modèle pan-arabe et le modèle de gauche, et puis à ce moment-là, on verra tranquille, c'est-à-dire gentiment remonter une autre idéologie, c'est l'idéologie du retour à l'islam. La Tunisie également passera par ce moyen-là, et dans les années 80 et les années 90, ça sera c'est-à-dire l'opposition, c'est-à-dire le port de drapeau de l'opposition, ça sera le courant islamique. Le courant islamique, ça sera par un seul mouvement. Et ça, c'est très important. Il y a un deuxième, mais c'est vraiment très limité en temps, c'est que la Tunisie, de par le fait qu'elle ne connaît pas les problèmes ethniques, proprement dit, qu'elle n'a pas de problème de dogme religieux comme il y a dans d'autres pays, comme par exemple en Syrie ou ailleurs. C'est pour ça qu'il y avait une sorte d'unité dans la pratique ou dans la croyance religieuse qui fait que il suffit qu'il y ait un mouvement qui se proclame l'islam pour voir la majorité des gens aller vers lui. Parce qu'il n'y avait pas ces dissidences ou ces divergences ou de dogmes carrément, comme on voit en Irak, comme on voit en Syrie. Il y a des chiites, des sunnites, des alaouites, je ne sais pas quoi. Il n'y avait pas ça en Tunisie, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas. Il y a quelques peut-être, je sais pas les chiffres exacts, quelques peut-être centaines de milliers de personnes qui se proclament du dogme chiite, mais je ne pense pas qu'il y aura plus. Et à part la région du Gabès, je ne pense pas qu'il y aura des personnes qui se proclament de ça. Il y a également la répression du nouveau, et ça sera à ce moment-là encore plus sanglante, parce que là, on a un mouvement qui a une assise populaire plus large. Et pour venir au bout d'une assise populaire plus large, il faut déployer encore plus de force. C'est-à-dire c'est vraiment en fonction de la présence du mouvement. Et là, on montrera un grade, on montrera un degré dans la répression. Et on ira sur le plan économique, une chose très importante, ce que je dis, c'est que par rapport à ça, sur le plan économique, la Tunisie passera par deux moments importants. Dans les années 60, il y avait une expérience qui a ruiné le pays. C'était d'essayer de faire une sorte de socialisation complète de toutes les richesses du pays. Un modèle presque communiste, guidé par un premier ministre, Ahmed Nassar, qui deviendra par la suite faisant. Juste pour l'anecdote, M. Ahmed Nassar, lorsqu'il parlait dans le Parlement tunisien, il dit nous les ministres, parce que lui il avait 5 ministres, il était Premier ministre et puis 4 autres postes. Lorsqu'il parlait en arabe, il dit nous les ministres.
Il parlait de lui, tellement il avait 5 ministères en même temps. Il essaie de faire cette expérience et ça voulait vraiment le pays parce qu'il y avait une agriculture qui était traditionnelle, on a voulu la regrouper dans une c'est-à-dire agriculture moderne pour avoir plus d'espace, pour faire entrer les machines et tout. Mais comme ça a été fait de manière un peu à la hâte, ça a donné une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Et par la suite, dans les années 80, lorsque ce modèle entre guillemets socialiste échouera, on aura une autre expérience. Ce sera avec les gens disent que c'est peut-être le meilleur Premier ministre qu'a connu la Tunisie avant la Révolution. Hadi Nouméa, c'était un libéral, un ultra-libéral même, qui était très pragmatique, très intelligent, qui arrivait à faire les choses petit à petit. Puis on va voir que la Tunisie va plutôt se diriger vers un modèle avec le ton ultra-libéral qui va favoriser les régions côtières et puis qui va défavoriser totalement les autres régions du pays et ils ne sont plus concernés par quoi que ce soit. C'est-à-dire on aura des routes, on aura des hôtels, on aura tout ce qu'il faut dans les villes côtières, on a des villes modernes. Le moderne, il y a tout. Il y a des universités, mais on aura dans le reste des pays rien du tout. Juste pour vous dire cette histoire, c'est-à-dire un certain moment, Bourguiba va être déchu de son pouvoir parce qu'il arrivait à un âge quand même critique au niveau de sa santé également. Et puis, il a, dans l'intervalle, pour pouvoir réprimer l'opposition, n'était pas seulement islamiste, mais également, il y avait encore de la gauche et du mouvement panarabe, mais essentiellement islamiste. Il a eu recours à un spécialiste, entre guillemets, de la répression, le président Ben Ali, qui lui a donné satisfaction parce qu'il est arrivé à mater, c'est-à-dire le soulèvement syndical en 1984, puis également mater les soulèvements des étudiants, et également mettre des centaines et des milliers d'islamistes en prison, casser, c'est-à-dire ce mouvement lui donner quand même un coup dur dans les années 80 avant qu'il essaie de reprendre force. Bref, c'est lui qui va faire ce qu'on appelle le putsch médical, c'est-à-dire qu'il va réunir 7 médecins pour dire que Bourguiba n'est plus capable de diriger le pays et c'est moi qui va diriger. Il aura besoin d'une année et demie seulement pour donner l'apparence de quelqu'un qui veut faire la démocratie, mais c'était vraiment quelqu'un qui cherchait c'est-à-dire à former sa propre équipe. On a eu des élections en 1989 et puis il faut juste savoir que toutes les personnes qui se sont déclarées ou portées candidats en 1989 ont eu tout de suite par la suite leur droit à l'emprisonnement presque systématique. Quiconque s'est présenté aux élections, lui-même et sa famille et son entourage, c'est-à-dire depuis 1980-1990, on aura vraiment le début, ce qu'on appelle vraiment la vraie dictature de Mali, c'est-à-dire c'est une dictature qui va fonctionner sous deux formes, une présence policière incroyable. Pour une population de 10 millions de personnes, on a 120 000 policiers. C'est énorme. C'est énorme.